Bonjour à tous. On va entamer cette dernière présentation du salon. Donc là, c'est pour vous parler des compléments alimentaires et des huiles essentielles, donc de l'encadrement réglementaire des huiles essentielles dans les compléments alimentaires, pour que vous puissiez connaître le cadre et savoir quelles huiles essentielles vous pouvez utiliser et sous quelles conditions vous pouvez les utiliser dans les produits. Donc déjà, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Donc il n'y a pas de définition juridique d'une huile essentielle. Une huile essentielle, c'est un produit odorant qui est obtenu à partir d'une matière première végétale, qui est botaniquement définie, et qui va être obtenu soit par entraînement par la vapeur, soit par un procédé mécanique sans chauffage. Donc la DGCCRF a publié sur son site internet en 2019 une page dédiée aux huiles essentielles et elle en donne également la définition en précisant que c'est des substances volatiles et odorantes qui peuvent être extraites de différentes manières et qui sont principalement obtenues par la distillation, mais on peut aussi les obtenir par pression à froid en fonction des huiles essentielles, et c'est par exemple le cas des citrus. Donc ça va être un concentré de substances chimiques qui vont être issues du coup d'une matière première végétale. Donc on va concentrer les substances et substances actives, mais il va falloir être vigilant quand on formule des produits à base d'huile essentielle, puisque au-delà de concentrer les substances actives, on va aussi potentiellement concentrer les substances à risque. Donc avant 2019, les huiles essentielles n'étaient pas clairement autorisées dans les compléments alimentaires. Elles sont absentes de l'arrêté plante. Donc l'arrêté plante, c'est l'arrêté qui liste les plantes qui sont autorisées dans les compléments alimentaires. Il y a même certaines huiles essentielles qui sont clairement mentionnées comme interdites dans les compléments alimentaires dans l'arrêté plante. Donc ça, on le retrouve par exemple pour la sauge officinale. Il est mentionné dans l'arrêté plante que les huiles essentielles à base de sauge officinale sont interdites dans les compléments alimentaires. Et donc, avant 2019, pour enregistrer un complément alimentaire à base d'huile essentielle, il fallait utiliser le principe de reconnaissance mutuelle et s'appuyer sur la Belgique ou l'Italie, par exemple, pour pouvoir enregistrer un complément alimentaire à base d'huile essentielle en France. Depuis le 2019, ça a changé, puisque du coup, en décembre 2018, il y a eu une grande avancée. La DGCCRF a publié sur son site internet une liste des huiles essentielles qu'elle considère comme traditionnelles et donc qui peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires. Donc dans cette liste, on retrouve 77 huiles essentielles qui du coup peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires. Alors, elles peuvent être utilisées, mais sous condition. Donc, associées à cette liste d'huiles essentielles, les autorités françaises ont publié des recommandations sanitaires pour les huiles essentielles. Et donc, si une huile essentielle est présente dans la liste, si l'opérateur respecte les recommandations sanitaires, alors il va pouvoir déclarer le complément alimentaire en France sans avoir à passer par la reconnaissance mutuelle. Et donc, on appelle cette déclaration une déclaration article 15. Donc ça a été une réelle avancée pour le secteur, puisque ça a permis de diminuer les délais pour enregistrer les produits et donc de faciliter l'enregistrement des compléments alimentaires à base d'huile essentielle. Donc voilà à quoi ressemble la liste des autorités. On va retrouver le nom scientifique de la plante, son nom vernaculaire. Et alors là où ce qu'on peut reprocher à cette liste, c'est qu'on retrouve les noms des plantes, mais on n'a pas les parties de plantes qui sont spécifiées, puisque pour une même plante, en fonction de la partie de plante, on va avoir des huiles essentielles différentes qui auront des compositions différentes. Donc, associé à cette liste d'huiles essentielles, ce que je disais, il y a un autre document présent sur le site des autorités. Donc, c'est les recommandations sanitaires de la DGCCRF sur les huiles essentielles. Donc, ces recommandations sanitaires, elles ont une approche par constituant. Donc, c'est-à-dire que les autorités ont identifié les différents constituants qui peuvent être présents dans les huiles essentielles, les différents constituants à risque. Et donc, pour chacune des huiles essentielles, ils vont indiquer quels sont les constituants à risque qui sont présents dans l'huile essentielle. Et donc, la présence d'un constituant à risque va impliquer la mention de précaution d'emploi sur l'étiquetage du produit pour sécuriser la consommation du produit vis-à-vis du consommateur. Donc, par exemple, ça va être d'exclure un certain type de population de la consommation du produit. Donc, il faut savoir aussi que tout complément alimentaire à base d'huile essentielle est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans, puisque ces cibles sont plus à risque. Et donc, il faut systématiquement apposer sur l'étiquetage ces précautions d'emploi et déconseiller les produits à ces cibles. Donc là, ça va être les différents risques qui ont été identifiés par les autorités pour les composés de certaines huiles essentielles. Donc, ils ont listé les risques hépatotoxiques. Du coup, ils ont identifié les molécules
qui présentent des risques hépatotoxiques. Et en cas de présence de ces molécules dans l'huile essentielle, il faudra indiquer la précaution d'emploi sur l'étiquetage. Donc là, par exemple, il faudra déconseiller les huiles essentielles qui contiennent du phénol, du pulégone ou du mentafurane aux personnes qui souffrent de pathologies hépatiques. De même, ils ont fait la même chose pour les molécules qui présentent des risques de neurotoxicité, des effets abortifs, des effets néphrotoxiques, des effets hormone-like, et enfin, celles qui présentent aussi des interactions avec les médicaments ou qui ont des propriétés de carcinogénicité. Donc, par exemple, ils vont dire que les molécules qui présentent des propriétés carcinogènes, donc là, ils vont lister les molécules, et si vous avez la présence de ces molécules, il faudra recommander de ne pas consommer le produit de façon prolongée et préciser, entre parenthèses, pas plus de 14 jours. Donc ça, c'est vraiment dans l'objectif de sécuriser le produit vis-à-vis du consommateur et d'exclure toutes les populations à risque. Donc il va falloir mentionner toutes ces précisions sur l'étiquetage du produit et au moment de la déclaration du produit. Ensuite, ça va être aussi à l'industriel de réaliser une analyse de risque en fonction si un produit contient différentes huiles essentielles, de faire le cumul des substances pour bien apposer les bonnes précautions d'emploi sur son produit. Donc ça, c'est les recommandations sanitaires des autorités. Donc on voit que pour chacune des huiles essentielles qui étaient autorisées donc, dans la première liste, on va retrouver les molécules à risque dans chacune de ces huiles essentielles. Et donc l'opérateur va devoir aller regarder dans le document pour savoir quelles sont les molécules à risque dans son huile essentielle et donc quelles sont les précautions d'emploi qu'il va devoir mentionner sur son étiquetage. Donc là, par exemple, on voit que pour la coriandre, ils ont identifié la présence de camphre. Ils avaient identifié que le camphre est une molécule neurotoxique. Et donc, il y a une précaution d'emploi à indiquer en disant que les populations fragiles, et notamment les épileptiques, doivent éviter de consommer cette huile essentielle. Donc, vous devrez indiquer cette mention sur l'étiquetage de votre complément alimentaire. Donc ça, c'était les documents des autorités. Mais nous, pour aider les opérateurs, et c'est ça qui a permis aussi de faire autoriser les huiles essentielles, on avait, avec le syndicat, on a un groupe de travail qui travaille sur les huiles essentielles et qui a constitué des listes d'huiles essentielles. Et pour ces listes, c'est pour sécuriser le secteur. Donc, c'est-à-dire que pour chacune des huiles essentielles, donc on a 3 listes qui sont disponibles à tous les opérateurs. Elles sont disponibles sur la partie public de notre site internet. Donc vous avez 3 listes et pour chacune des listes, vous allez avoir différentes huiles essentielles et pour chacune des huiles essentielles, il y aura les précautions d'emploi spécifiques à faire apparaître sur l'étiquetage et les doses journalières maximales sans risque qui ont été définies pour chacune des huiles essentielles. Donc ça, c'est en fait le groupe de travail a finalement fait le travail de l'analyse de risque qui revient normalement à l'opérateur. Donc ça, c'est vraiment pour aider les industriels à formuler des produits sans risque. Donc pour construire ces listes d'huiles essentielles, c'est des experts du domaine qui ont travaillé dessus. Ils sont appuyés sur la bibliographie, donc la bibliographie est présente dans ces listes. Et après, une fois qu'ils avaient terminé le travail, on a transmis ces listes à des experts pour qu'elles aient une réelle valeur et que derrière elles soient soutenues et validées par des experts. Donc on les avait transmises au docteur Jean-Michel Morel et à Francis Adjiminaglou, qui est un toxicologue, pour qu'ils évaluent ces listes et qu'ils puissent donner leur aval et qu'ils puissent supporter le travail qui avait été fait. Donc la DGCRF reconnaît les listes de Synadiet puisqu'elle indique sur son site internet que les huiles essentielles qui sont présentes dans ces listes et si les opérateurs respectent les recommandations qui sont fixées dans les listes, donc au niveau de la dose et des précautions d'emploi, il va pouvoir enregistrer son produit en France via l'article 15, donc sans reconnaissance mutuelle, et il n'aura pas besoin de faire une analyse de risque pour prouver la sécurité de son produit. Sinon, il va devoir joindre une analyse de risque pour prouver la sécurité. Donc, il y a 3 listes. Donc, les 2 premières... ah non, elles sont après. Donc, en fait, on a fait 3 listes. Et la 3e, on avait construit 2 listes. Les autorités ont ensuite sorti leur liste d'huiles essentielles. On a comparé les listes des autorités et les listes Synadiet. Et on a fait le travail sur une 3e liste pour que toutes les listes des autorités, toutes les huiles essentielles des autorités soient traitées dans les listes Synadiet. Donc la méthodologie pour élaborer ces listes, c'est vraiment le groupe de travail qui a travaillé dessus, les experts qui les ont validées et elles ont été transmises ensuite aux autorités qui maintenant font un renvoi sur leur site internet directement au site Synadiet pour que les opérateurs puissent avoir accès à cet outil. Alors par contre, il faut être vigilant quand on utilise ces listes parce que oui, on a fixé des doses journalières maximales, mais ces doses journalières maximales fonctionnent pour une huile essentielle. Donc si vous avez un produit avec une seule huile essentielle,
vous respectez la dose journalière maximale et c'est bon. Par contre, si vous avez un produit qui contient plusieurs huiles essentielles, là, il va falloir se poser la question du cumul des substances. C'est-à-dire qu'on a vu que les huiles essentielles contiennent des substances à risque et potentiellement, il peut y avoir des huiles essentielles qui vont contenir les mêmes substances à risque. Et donc, il va falloir regarder quel est l'apport de chacune des substances à risque par les huiles essentielles, faire le cumul et vérifier que votre produit, via la dose que vous apportez, avec le cumul des huiles essentielles, ne présente pas de risque pour le consommateur. Il faudra aussi faire attention à avoir une monographie de contrôle pour vérifier les différents composés des huiles essentielles avec leur pourcentage et avoir un bulletin d'analyse complet en cas de contrôle avec un chromatogramme pour chacune des huiles essentielles. Donc ça, c'est les différentes huiles essentielles qui sont présentes dans les listes. Donc ça, c'est dans la première liste. Dans la seconde liste, donc il y a un certain nombre d'huiles essentielles. Et enfin, dans la troisième liste, vu que le travail a été de rajouter et de travailler sur les huiles essentielles qui étaient autorisées par les autorités, mais qui n'étaient pas encore présentes dans les listes SINADIET, il y a certaines huiles essentielles qui sont autorisées ou pour lesquelles le groupe de travail et les experts n'ont pas pu définir de dose sans risque, puisqu'on considère qu'elles ont une composition trop variable, ou il y a des composés qui présentent vraiment trop de risques, on connaît pas encore, on n'a pas encore assez de données de sécurité sur ces huiles essentielles, et du coup, les experts n'ont pas pu définir de dose sans risque pour ces huiles essentielles. Donc, c'est propre à chaque opérateur de faire son analyse de risque en fonction de la composition de l'huile essentielle pour définir une dose maximale. Donc, c'est toutes celles qui sont en rouge pour lesquelles le groupe de travail n'a pas pu définir une dose sans risque de précaution d'emploi. Donc voilà à quoi ressemblent les huiles essentielles. Donc là, on ne voit pas grand-chose, mais sur notre site internet, vous pouvez y avoir accès. Donc il y a le nom de l'huile essentielle, il y a la partie de plante, parce que du coup, on a vu qu'en fonction des parties de plante, on n'aura pas la même huile essentielle pour une même plante. Il va y avoir la dose journalière maximale qui a été définie pour un adulte de 70 kg. Il va y avoir les données de la bibliographie qui ont permis de définir cette dose, donc les données de toxicologie. Et enfin, dans la dernière case, il y aura les précautions d'emploi à mentionner sur l'étiquetage quand vous utilisez l'huile essentielle. Et ça, c'est pour la troisième liste. Quand on n'a pas pu définir de précaution d'emploi et de dose journalière maximale, la ligne a été mise en jaune et du coup, c'est propre à l'opérateur de faire sa propre analyse de risque. Donc ça, c'est pour les huiles essentielles qui sont présentes dans la liste des autorités. Donc c'est les huiles essentielles qu'on peut enregistrer en France via la procédure article 15, donc via un enregistrement relativement simple. Par contre, il y a d'autres huiles essentielles qui existent, qui ne sont pas clairement autorisées en France, mais qui peuvent être autorisées dans d'autres États membres. Et là, on va faire appel à la reconnaissance mutuelle pour enregistrer les produits en France. Et c'est ce qu'on appelle l'article 16 dans les compléments alimentaires. C'est un enregistrement en reconnaissance mutuelle. Donc l'enregistrement en reconnaissance mutuelle, c'est pour une huile essentielle qui va être absente de la liste des autorités, ou alors une huile essentielle qui est dans la liste des autorités, mais pour laquelle l'opérateur ne va pas respecter les recommandations sanitaires des autorités et va devoir apporter des données en plus. Donc là, il va s'appuyer sur l'article 16. Donc il y a deux cas qui sont possibles, soit une reconnaissance mutuelle produit fini, donc là en s'appuyant sur la Belgique, soit une reconnaissance mutuelle ingrédient, et là on va s'appuyer sur l'Italie. Parce que du coup, en Belgique, il n'y a pas, les huiles essentielles, c'est comme en France, elles ne sont pas listées dans l'arrêté royal belge, mais par contre, ils ont une procédure particulière pour enregistrer les compléments alimentaires à base d'huile essentielle. C'est un document qui s'appelle le Datasheet Essential Oil. Et là, l'opérateur, pour enregistrer son produit en Belgique, va apporter des données de sécurité pour prouver la sécurité de son produit. Si son produit est sécurisé et qu'à l'évaluation, la Belgique accepte son produit, il va recevoir un document qui va attester que son produit a été enregistré en Belgique. Et sur la base de ce document, il va pouvoir faire la reconnaissance mutuelle et enregistrer son produit en France, puisque du coup, il a été accepté en Belgique. Donc, il va fournir au moment de la déclaration le fait que son produit a été accepté en Belgique et du coup, il va pouvoir faire enregistrer son produit en France. Et le second cas qui est possible, ça va être avec l'Italie, puisque du coup, en Italie, ils ont un décret italien qui liste les plantes et parties de plantes qui sont autorisées dans les compléments alimentaires. Et quand on regarde dans la partie de plantes, on se rend compte que pour environ 80 plantes, il y a les huiles essentielles qui sont listées dans leur décret italien. Donc du coup, pour ces huiles essentielles-là, on va pouvoir joindre le décret italien au moment de la déclaration du produit et dire l'huile essentielle est autorisée en Italie. Donc du coup, via la reconnaissance mutuelle, je peux enregistrer un produit qui contient cette huile essentielle en France. Pour identifier l'huile essentielle au niveau des parties de plantes, ils utilisent différents termes. Donc, on va retrouver soit oléum, soit athéroléum, soit essentiel oil. Et donc, si vous avez ce terme-là qui est marqué pour une plante, ça veut dire que l'huile essentielle de cette plante est autorisée en Italie. Et du coup, via la reconnaissance mutuelle, vous allez pouvoir l'enregistrer en France.
Au moment de la déclaration d'un produit en reconnaissance mutuelle, du coup, vous allez faire comme quand c'est un produit qu'on enregistre en France sans reconnaissance mutuelle. Il va falloir joindre l'étiquetage, va falloir joindre une fiche technique de votre huile essentielle, mais en plus, vous allez devoir joindre du coup la preuve de reconnaissance mutuelle, donc soit le fait que votre produit est enregistré en Belgique, soit le fait que l'huile essentielle est autorisée en Italie. Et il va falloir également joindre une analyse de risque, puisque du coup, il n'y a pas de précaution d'emploi ni de dose journalière, ils n'ont pas identifié les constituants à risque pour ces huiles essentielles-là. Donc du coup, c'est à vous de faire ce travail, et c'est vous qui allez devoir identifier pour votre huile essentielle quels sont les composés à risque, aller regarder les doses dans la bibliographie qui sont sans risque pour le consommateur, et donc apporter la preuve au moment de la déclaration que votre produit ne présente pas de risque pour le consommateur et que vous avez bien exclu les populations fragiles de la consommation du produit. Donc, on parle d'analyse de risque depuis tout à l'heure, mais comment réaliser cette analyse de risque quand vous avez un produit à base d'huile essentielle ? Donc là, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc l'analyse de risque va être à joindre du coup au moment de la déclaration de votre produit. Et donc on a vu que le seul cas où on n'avait pas besoin de faire une analyse de risque, c'est quand on formule un complément alimentaire avec une seule huile essentielle et que vous respectez les doses journalières maximales et les précautions d'emploi qui sont mentionnées dans les listes Synadiète, puisque les autorités considèrent que l'analyse de risque a déjà été faite par le syndicat. Donc du coup, vous n'avez pas à faire l'analyse de risque. Par contre, vous allez devoir faire une analyse de risque dès que vous avez une huile essentielle qui est absente de cette liste, puisque du coup, il n'y a pas de dose journalière maximale qui a été définie, ni de précaution d'emploi, ou alors dès que vous allez faire un produit qui contient plusieurs huiles essentielles, puisque là, vous allez devoir vérifier le cumul des différentes substances et vérifier que du coup, votre produit ne présente pas de risque pour le consommateur. Donc l'objectif va être de proposer une dose sécurisée, des précautions d'emploi adaptées sur le produit pour toujours sécuriser le produit vis-à-vis du consommateur. Donc au moment de la déclaration, les autorités vont regarder votre analyse de risque pour vérifier que le produit ne présente pas de risque pour le consommateur. Donc il y a différentes données sur lesquelles on s'appuie pour réaliser cette analyse de risque. On va s'appuyer sur l'ADI, donc c'est la dose journalière admissible. On peut s'appuyer sur des TDI, qui sont des doses de sécurité pour des substances chimiques. Et on peut aussi, on va du coup pour chacune des huiles essentielles identifier les substances potentiellement à risque, faire leur cumul dans le produit, regarder la dose que l'on apporte par dose journalière et vérifier que cette dose est en dessous des doses toxicologiques sans risque pour le consommateur. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Donc c'est un produit qui contiendrait de l'huile essentielle de l'Etheria et de l'huile essentielle d'eucalyptus. On voit que chacune des huiles essentielles contiennent de 1,8-cinéole, qui est une molécule à risque. On va regarder combien on apporte de 1,8-cinéole par dose journalière par chacune des huiles essentielles. On va faire le cumul de la quantité qu'on apporte. Donc là, on voit qu'on en apporte 10,3 mg. La TDI est de 0,2 mg par kilo par jour. Donc on va regarder par kilo de poids corporel et par jour. Et donc on va regarder pour un adulte de 70 kg, ça fait une dose sécurisée de 14 mg par jour. Vous, avec votre apport journalier dans votre produit, vous êtes à 10,3, donc vous êtes en dessous de cette dose sécurisée, donc votre produit est sécurisé. Et c'est comme ça que vous allez faire à chaque fois que vous développez un produit avec plusieurs huiles essentielles. Vous allez identifier ces substances à risque, faire le cumul et vérifier que vous êtes en dessous des doses sécurisées. Et donc, vous allez également associer les précautions d'emploi. Donc là, vous allez pouvoir les voir dans les listes Synadiète, chercher les précautions d'emploi de chacune des huiles essentielles et donc apposer ces précautions sur votre étiquetage. Donc ça, vous allez le joindre au moment de la déclaration pour prouver aux autorités que votre produit ne présente pas de risque pour le consommateur. Donc, dans les précautions d'emploi, du coup, vous allez obligatoirement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tout produit à base d'huile essentielle, un complément alimentaire, systématiquement, déjà, vous allez déconseiller le produit aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Et ensuite, vous allez apposer toutes les précautions d'emploi qui sont spécifiques aux huiles essentielles que vous utilisez. Et vous allez aussi également indiquer toutes les précautions d'emploi qui sont liées au fait que votre produit a un statut complément alimentaire. Donc, les précautions d'emploi qui se trouvent dans la directive qui encadre les compléments alimentaires, la directive 2002/46/CE. Donc, vous allez indiquer ne pas dépasser la dose journalière recommandée, ne pas laisser à la portée des enfants. Et voilà. Et enfin, si vous vendez des huiles essentielles de façon pure, il y a des précautions d'emploi en plus à indiquer sur l'étiquetage, qui sont ne pas avaler l'huile essentielle pure, déposer les gouttes sur un morceau de sucre ou un comprimé neutre, ou mélanger à une cuillerée à café de miel ou d'huile d'olive. Et ne pas verser directement dans de l'eau, du thé ou une tisane. Donc ça, c'est vraiment quand vous vendez l'huile essentielle pure.
Alors après, donc là on a vu comment formuler un produit avec des huiles essentielles, quelles sont les huiles essentielles autorisées, mais il y a aussi des huiles essentielles qui sont interdites dans les compléments alimentaires, et ça c'est les huiles essentielles qui sont sous monopole pharmaceutique, donc on ne peut pas intégrer dans les compléments alimentaires. Et il y a 16 huiles essentielles qui sont sous monopole pharmaceutique et que vous allez retrouver dans le Code de la santé publique. Donc il y a un article, l'article D 4211-13, qui va lister les 16 huiles essentielles qui sont sous monopole pharmaceutique. Donc après, il y a aussi le cas particulier des huiles essentielles qui sont utilisées en tant qu'arôme, puisqu'on peut aussi utiliser des huiles essentielles pour aromatiser son produit. Donc là, du coup, c'est pas un enregistrement d'un actif, c'est vraiment un arôme, puisqu'on l'utilise pour aromatiser. Donc il va falloir vérifier que l'huile essentielle est bien utilisée pour ses propriétés aromatisantes, donc elle n'est pas utilisée pour ses qualités d'actif. Il va falloir vérifier que l'huile essentielle est bien conforme au règlement arôme. Il va falloir vérifier que l'huile essentielle est présente dans la liste bleue, la liste de plantes du livre bleu du Conseil de l'Europe. Et enfin, il va falloir que l'huile essentielle soit incorporée à une hauteur de moins de 2% dans le produit pour justifier qu'elle est vraiment une utilisation en tant qu'arôme et que ça ne soit pas une utilisation détournée en tant qu'actif. Il faudra bien sûr ne pas revendiquer d'action physiologique sur l'huile essentielle. Il ne faudra pas indiquer qu'elle a un effet sur la santé, puisque si vous l'utilisez comme arôme, elle n'est pas là en tant qu'actif. Donc vous ne pouvez pas mentionner que c'est une utilisation en tant qu'arôme si derrière vous mettez des mentions santé sur votre produit pour l'huile essentielle. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir du coup, c'est que vous avez une liste de la DGCCRF qui reprend 77 huiles essentielles. Cette liste a permis d'enregistrer les produits en article 15, donc ça a facilité l'enregistrement des produits. Après, cette liste a le mérite d'exister, mais a quand même quelques défauts, puisque du coup, elle n'a pas les parties de plantes qui sont spécifiées dans la liste. C'est pour ça que finalement, dans les listes Inadiet, on se retrouve avec 94 huiles essentielles. C'est juste parce qu'en fait, il y a les 77 huiles essentielles, mais on les a séparées en fonction des parties de plantes, donc ce qui fait un nombre plus important d'huiles essentielles. Dans les listes, vous retrouverez des doses journalières sans risque, avec des précautions d'emploi associées, donc ce qui va vous permettre de mettre un produit sécurisé sur le marché et de passer l'étape de la déclaration. Et il va falloir penser à faire une analyse de risque systématiquement dès que vous avez un produit qui contient un cumul d'huile essentielle pour vérifier que votre produit ne présente pas de risque pour le consommateur. Et il faut bien garder en tête qu'il y a aussi certaines huiles essentielles qui sont sous monopole pharmaceutique et qui du coup ne peuvent pas rentrer dans la composition des compléments alimentaires. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour rapide du cadre réglementaire des huiles essentielles dans les compléments alimentaires. Je ne sais pas si vous avez du coup des questions ou besoin de précision. Alors, des allégations médicales, on n'a pas le droit, puisque du coup, tout ce qui est thérapeutique est réservé aux médicaments. Donc, sur les compléments alimentaires, on n'a pas le droit. Par contre, nous, on a le droit aux allégations physiologiques. Donc, on est là pour le maintien en bonne santé. On va contribuer au bien-être articulaire. On va aider à mieux dormir. Mais on n'est pas là pour soigner. Et sur les produits à base d'huile essentielle, on va pouvoir indiquer des allégations physiologiques, mais sous certaines conditions. Donc, il faut que ça soit des allégations sur les plantes qui soient listées dans un document. Donc, les autorités ont publié un document qui liste les allégations de plantes en attente sur leur site internet. Donc, elles sont en attente d'évaluation par l'EFSA. Et du coup, dans l'attente de leur évaluation, on va pouvoir utiliser ces allégations, mais il va falloir avoir des preuves derrière pour justifier que votre plante permet bien d'avoir cet effet santé, que c'est bien l'huile essentielle aussi qui permet d'avoir cet effet. Donc, vérifiez que c'est pas que la plante, mais vous, la matière première que vous utilisez, l'huile essentielle, permet d'avoir cet effet et que la dose que vous utilisez permet d'atteindre cet effet. Donc, il faudra systématiquement avoir un dossier bibliographique que vous devrez présenter aux autorités en cas de contrôle pour leur prouver que votre huile essentielle a bien l'effet que vous alléguez sur le produit. Mais ça restera un effet physiologique. Ce ne sera pas un effet thérapeutique. On ne pourra pas faire référence à une maladie. Alors, il y a une note des autorités françaises sur la notion de naturalité. Alors, on ne pourra pas écrire que c'est naturel. Potentiellement, il faut aller re-regarder parce que dans leur note, ils listent les process qui font perdre la naturalité. Je ne me rappelle plus exactement des process qui sont listés dans la note, mais si le process est listé dans la note, du coup, vous allez perdre la naturalité. Et vous ne pourrez même pas écrire d'origine naturelle.
Il y a vraiment toute la liste des process qui permettent d'écrire naturel, permettent d'écrire d'origine naturelle, et ceux qui font perdre la naturalité. Alors nous, c'est un sujet sur lequel on travaille parce que cette note est ancienne. Cette note est pour l'alimentaire et n'est pas adaptée aux compléments alimentaires. Et donc notre but, c'est de le faire évoluer. Parce que je sais que, par exemple, le process infusion, on va pouvoir écrire d'origine naturelle, mais effectivement, l'extraction par solvant, par exemple, fait perdre le caractère naturel. Et nous, ça fait partie des éléments qu'on travaille, essayer de faire en sorte qu'on puisse écrire d'origine naturelle, même s'il y a une extraction par solvant, parce que c'est un des procédés qui est quand même beaucoup utilisé dans notre secteur des extraits de plantes. Du coup, s'il n'y a plus de questions, bonne fin de salon à tous et bonne journée.